Bonjour Gaël Tchakaloff. Bonjour. Chacun de vos livres est un événement. Alors vous avez publié 18 mois ferme avec Alain Juppé, vous avez publié Lapins et Merveilles, et voici tant qu'on est tous les deux. Mais dites-moi, vous avez vécu dans l'intimité du couple Macron, quasiment heure par heure, pratiquement pendant des mois, même davantage. Alors dans l'intimité, pas dans leur chambre à coucher, hein, mais effectivement, je leur ai demandé d'être avec eux tous les jours, pendant 2 ans, c'est-à-dire la période où j'ai décidé de faire ce livre, mais je les connaissais depuis 2016. Donc depuis 2016, j'ai jamais cessé de les voir. Au fond, ce livre a maturé pendant longtemps avant que je me mette à l'écrire. Oui, mais quand je dis c'est un événement, parce que c'est vrai que d'abord ce livre fait un carton en librairie, et on y découvre des choses, parce que finalement, il y a un grand mystère autour d'Emmanuel et Brigitte Macron. Oui, c'est pour ça que je voulais pas ni les interviewer, parce que moi, comme vous le savez, je fais plutôt du roman, donc je sors à chaque fois en rentrée littéraire, ni les interviewer, ni faire du commentaire. Donc je m'étais dit, en fait, ce que je dois faire, c'est du gonzo journaliste, c'est-à-dire en fait tous les jours être dans une pièce ou en déplacement avec eux en Afrique, en France, où on veut, et les regarder faire avec les autres, avec leur équipe, avec leurs équipes, avec les gens dans la rue. Et donc j'avais des quantités de carnets Moleskine comme ça, et puis tous les jours je notais ce qui se passait au moindre détail, même le rapport avec l'huissier, avec la cuisinière. Et à la fin, je choisissais le soir ce que je mettais dans mon livre. Alors vous tutoyez Emmanuel Macron en privé, oui. Et vous voyez en public, et vous dites, ce qui concerne Brigitte, ça par contre, je ne peux pas la vous voyez. C'est impossible. Avec Brigitte, le lien est tellement ténu, tellement proche, que j'ai essayé d'écrire au vous, en fait, au départ, parce que je me suis dit, ça va quand même paraître bizarre au lecteur que je tutoie la première dame. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait complètement fake, et donc du coup j'ai laissé le tutoiement, tandis que bon, lui, il est président de la République, je me dis, je vais quand même pas me mettre à tutoyer le président de la République dans un livre, ça se fait pas. Oui. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, on dirait c'est du domaine de la vie privée, est-ce que c'est de la politique? Mais oui, parce qu'en fait, vous nous racontez que combien ce couple finalement est à la tête de la France. Oui, moi je voulais à la fois décortiquer leur histoire d'amour sans les interroger dessus, donc voir comment au fond ils sont imbriqués tous les jours ensemble, et en même temps voir quelles sont les répercussions de cette imbrication dans l'exercice du pouvoir. Oui. Et donc c'est effectivement ce que le livre raconte. Il raconte l'histoire d'amour entre eux au quotidien, mais il raconte aussi combien elle est importante, parce que même si il s'appelle 10 fois par jour. Oui, même si elle veut rester en retrait, elle n'arrête pas de dire, elle n'a pas cessé de dire, ah non mais moi j'ai pas été élue, donc je veux pas être mise en avant, j'ai le droit de rien, etc. Mais en fait il l'appelle tout le temps pour n'importe quoi, oui. pour tout et n'importe quoi. Ils sont à un étage d'écart et ils passent leur temps tous les deux à monter et à descendre. Et il y a cette scène notamment au début du livre, qui est la scène de la veille du 3e reconfinement, où effectivement les conseillers, y compris les conseillers du président de la République, sont avec moi au rez-de-chaussée et demandent à Brigitte Macron de monter voir le président de la République, parce qu'il s'apprête à reconfiner, elle sait quels sont les dangers du confinement, parce qu'elle est présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, elle reçoit beaucoup d'adolescents en détresse, etc. Donc elle sait que des taux de suicide sont très importants chez les jeunes, et donc elle va discuter avec le président, envoyé par les conseillers du président de la République. Donc c'est très amusant, parce qu'en fait, il la pousse un peu comme ça pour aller voir son mari. Oui. Alors vous décrivez, parce que c'est un vrai roman de Balzac, hein, cette histoire. Oui. Vous rencontrez la mère d'Emmanuel Macron, par exemple, qui appelle son fils Manu, qui pleure quand elle apprend qu'il a le Covid, par exemple. Moi, la mère, je voulais absolument la rencontrer, mais depuis longtemps, parce que moi, je les avais rencontrés tous les deux, l'un et l'autre, 1 an avant l'élection présidentielle. Et puis ensuite, je les ai suivis pendant la campagne. Puis ensuite, il a été élu. Puis quand ils sont arrivés à l'Élysée, tout de suite, en fait, Brigitte Macron m'a invité à déjeuner, à dîner, à prendre des verres. Donc, en fait, je n'ai jamais rompu le lien. Et j'ai assez rapidement compris qu'il y avait évidemment un lien très fort entre Emmanuel Macron et sa maman, mais surtout, il y avait également un lien très fort entre Brigitte Macron et la maman d'Emmanuel Macron. Oui. Donc depuis longtemps, j'ai dit à Brigitte, j'aimerais bien avoir cette Françoise Noguès. Françoise Noguès, mais personne ne connaît son nom. Mais non. C'est-à-dire que Dadu, qui était la mère de Nicolas Sarkozy, malheureusement, qui a disparu, tous les Français savaient qui était Dadu, mais effectivement, Françoise Noguès, inconnue au bataillon. Elle appelle son fils Manu quand elle vous en parle. C'est un numéro, la mère. Alors elle dit, Manu, il est fragile, il aurait pu faire pianiste, il aurait dû être romancier. Elle le voyait ailleurs qu'à l'Élysée. Hein. Elle le voit, ces deux femmes le voient toutes les deux comme un artiste, en fait. Voilà. Et elles n'auraient jamais imaginé qu'il fasse de la politique. Et d'ailleurs, la mère, elle dit cette phrase incroyable. Enfin, à un moment, elle me dit cette phrase incroyable. On est en train de boire le thé toutes les deux. Et je l'ai reproduite dans mon livre parce que j'ai trouvé ça dingue. Elle dit ça. Elle dit, oh, mais Manu, il ne savait pas ce qu'il voulait faire quand il avait 27 ans. Et aujourd'hui, il ne sait toujours pas. Comme si, au fond, le fait d'être président de la République, c'était pas important, quoi. C'est comme un stage.
Oui. Voilà. Ce qui est dingue, c'est parce qu'à un moment, il y a des témoins qui vous disent pratiquement, ils se demandent s'il n'a pas été élu pour légitimer sa relation avec Brigitte. Bah oui, en fait, moi, je suis allée un peu sur les traces de ce début amoureux entre eux. Donc, je suis allée à Amiens. Ça, à ce moment-là, je ne l'avais pas dit ni au président de la République, ni à Brigitte. Et je me suis baladée, j'ai dit dans les cafés, partout, j'ai dit, voilà, je cherche des gens qui ont connu Emmanuel et Brigitte Macron il y a longtemps. Et finalement, j'ai trouvé cette femme qui a 90 ans, qui est dans le début du livre, et qui me parle, qui me reçoit chez elle, qui m'invite à prendre un thé avec son petit chat là sur les genoux. Et cette femme, en fait, a très bien connu l'un et l'autre. Emmanuel Macron, quand il avait entre 8 et 15 ans, et Brigitte Macron, plus âgée, évidemment. Et en fait, elle m'a raconté à quel point ça avait été difficile pour eux. C'est la différence d'âge. La différence d'âge, le fait qu'elle ait 3 enfants, qu'elle soit mariée, qu'elle ait été sa professeure, même si c'est de théâtre, elle a quand même été sa professeure. Et donc, ça a jasé terriblement dans cette ville, de part et d'autre, parce que lui, on considérait qu'il était trop jeune pour tomber amoureux d'une femme plus âgée. Et elle, mais comment, quelle honte, elle quittait son mari pour aller avec un homme plus jeune. Donc, je pense que leurs débuts ont été extrêmement dur. Et l'hypothèse de cette femme que j'ai retranscrite, parce que je la trouve très romanesque, c'est de dire, mais non, effectivement, Emmanuel était fait tout à fait pour être artiste, écrivain, comédien, tout ce qu'on veut. Donc elle dit la même chose que Brigitte Macron et Françoise Noguès, la maman. Et elle dit, en fait, il a cherché à se faire élire, c'était pour tenir par la main Brigitte et que tous les Français acceptent cet amour. Incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est un couple absolument incroyable. Elle affronte, Brigitte, elle affronte les attaques contre son mari. Elle affronte des temps difficiles. Les rumeurs, vous le dites, sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron qu'on lit sur les réseaux sociaux. Comment elle réagit à tout ça ? Écoutez, je pense qu'elle, ça glisse, pour parler un peu vulgairement, ça glisse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de distance, beaucoup de hauteur sur les choses. Elle réfléchit beaucoup avant de prendre la parole. Vous verrez que toutes ses interventions sont calculées. Et c'est un être très frais, je dirais, mais en même temps, elle ne se laisse pas emporter comme ça. Mais, donc, je pense qu'elle... ça glisse, c'est pas très important, elle sait relativiser. Lui, en revanche, elle dit souvent « je suis le talon d'Achille d'Emmanuel ». Pourquoi ? Parce qu'il est fou amoureux d'elle, comme elle l'est de lui, mais il ne supporte pas, par exemple pendant la campagne, il n'a pas supporté qu'on laisse entendre qu'il était homosexuel, qu'il avait des aventures, je sais pas quoi. Et donc, vous vous souvenez, il a pris la parole sur scène à Bobino, pour, de manière assez humoristique, contrer... Sur les rumeurs avec Alexandre Benalla, voilà, on l'a lu, ça. Contrer les rumeurs. Et elle, en fait, elle ne voyait pas pourquoi il fallait les contrer, parce qu'elle sait, elle est sûre de son fait, elle sait très bien quelle est leur relation, leur histoire d'amour. Moi, j'ai aucun doute non plus. Je veux dire, je les ai suivis tous les jours, pendant 2 ans pour le livre et pendant 5 ans pour le reste. Donc, il n'y a aucun doute, évidemment, à la fois sur l'hétérosexualité du président de la République et sur la puissance de l'amour qui les unit. Mais lui, je pense qu'il avait été piqué. Alors qu'elle, elle a relativisé. Je pense qu'elle a vécu des choses tellement dures pendant la campagne. Souvenez-vous, les gens lui crachaient dessus, disaient qu'elle était vieille, que c'était la mamie, etc. Bon, je pense qu'à un moment, elle s'est dit, j'écoute plus, quoi. Oui. Est-ce qu'elle serait partante pour un nouveau mandat ? Je ne sais pas si elle est partante, je pense que c'est une femme de devoir, c'est une femme d'État. Elle ne le montre pas beaucoup, mais moi je l'ai beaucoup vue en fait, dans l'exercice du pouvoir. Et donc, comme c'est une femme de devoir et que c'est une femme d'État, si son mari considère qu'il est essentiel d'y retourner, de se représenter devant l'onction des Français, le suffrage universel, eh bien, elle le laissera faire. Je ne suis pas sûre, si vous voulez, qu'elle soit folle d'épanouissement dans cette fonction, parce que, très clairement, elle a 100 coups d'aide plus que ce qu'on lui fait faire. Moi, quand je la vois sur le perron de l'Élysée en tailleur, j'ai toujours envie de pleurer, parce que je me dis, mais en fait, je l'ai vue enseigner, j'ai vu à quel point elle avait une profondeur, une épaisseur intellectuelle et culturelle et humaine dingue, mais on ne s'en aperçoit pas, puisque, en fait, quand on est première dame, on vous met sur le perron, vous serrez la pince et puis vous dites au revoir. Donc, évidemment, elle en fait un peu plus parce qu'elle a créé, comme vous le savez, l'Institut des vocations pour l'emploi. Elle essaye de faire le maximum de choses qu'elle puisse faire. Malgré tout, la première dame, elle n'est pas élue, donc elle n'a pas trop droit à la parole. Oui, et derrière ce livre, on découvre qui est réellement Emmanuel Macron. Parce que, effectivement, on le décrit, ses amis le décrivent comme un être fragile, sensible, artiste. Oh, dites pas ça, il va me tuer. Et qui va finalement affronter la politique. C'est dire qu'il y a une ambivalence incroyable chez ce personnage, qui décide comme ça de dire « Ah tiens, il y a une fenêtre de tir, je vais aller peut-être essayer d'aller à l'Élysée ». Moi, ce qui m'a frappée, en le regardant évidemment au Zoom, au quotidien,
ce qui lui était au bout d'un moment très désagréable, parce que quand vous avez toujours quelqu'un qui est 10 cm derrière vous et qui dessine vos chaussures, vos grimaces, etc., c'est au bout de 24 mois, je pense qu'il avait envie de me taper. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a évidemment des traces, vous appelez ça de la fragilité, moi je pense que c'est des traces d'anxiété en fait. Il se ronge, je le dis souvent dans le livre, il est tout le temps en train de se gratter les peaux des ongles, il a les ongles au sang, il a les yeux souvent embués. Moi j'ai vu que quand il a rencontré, on est allé rencontrer des femmes qui avaient été battues, etc. J'ai vu qu'il était très meurtri et qu'il avait presque les larmes aux yeux. Au Rwanda aussi, je l'ai vu les larmes aux yeux. Bon, dans plein de situations, on voit qu'au fond, il n'est pas le robot qu'il a envie de laisser paraître. Parce qu'évidemment, quand on est président de la République, il y a un côté comme ça un peu masculin qu'il faut envoyer aux Français. Il faut faire croire qu'on a la réponse à tout, qu'on est hyper directif, dirigiste. Mais non, il est un être humain. Donc effectivement, certains de ses entourages m'ont dit « Ah, mais ton livre, mais comment à la fin, quoi, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui, il se ronge les ongles, il réfléchit 12 fois avant de prendre une décision. Et donc, le président est fragile. » Je dis « Mais attendez, c'est pas très grave, les enfants, en fait. Il est un homme comme tout le monde. » Oui, et qui aime aller vers les autres. Et ça a toujours été comme ça. Oui, mais alors ça, et personne d'ailleurs, le parfois, retient. ça lui vaut des ennuis, Oui, parfois des agressions personne physiques. le retient, parce qu'en fait, dans la rue, moi, je me suis rendu compte, mais je m'en étais déjà rendu compte pendant la campagne de 2016-2017, il a un rapport très direct avec les gens dans la rue, pendant les meetings, et puis après, quand il se balade comme ça, et qu'il va voir la foule. Mais c'est marrant, quand Chirac le faisait, tout le monde disait « Ah, Chirac, formidable, il est tellement proche du peuple. » Mais quand Emmanuel Macron le fait, on dit « Ah non, mais lui, c'est un manqueur d'affaires. » C'est-à-dire qu'il y a eu une image au départ qui a été fabriquée pendant la campagne, et les gens n'arrivent pas à s'en défaire. Et il peut aller serrer des mains, embrasser le cul des vaches tous les jours, 15 heures par jour. Personne ne regarde. Voilà, je pense que ça, c'est très difficile à déconstruire. Oui. Je pense que François Hollande est en partie responsable, parce que c'est François Hollande qui a dit, banquier d'affaires, dans les entourages du président de la République de l'époque, François Hollande, on le disait beaucoup, et en réalité, il est resté très peu de temps banquier d'affaires. En réalité, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est quand même un provincial qui découpe son foie gras au couteau, qui lèche son couteau après. Si vous voulez, c'est pas exactement les codes du langage élitiste du banquier d'affaires chez Rothschild. Oui, d'ailleurs, ça, vous trouvez ça dans son enfance à Amiens. Oui. Vous trouvez ça dans cette école où moi-même, vous êtes je suis remonté. provinciale, j'ai aucun problème à ce qu'on ait des codes de province et qu'on soit pas gardé comme ça dans un habit, un costume 3 pièces. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette relation avec vous, Gaël Chakaloff, parce que au début, non, on veut pas ce livre. Après, finalement, mais non, après, pas du tout. En fait, ça a été très ambivalent les relations avec Brigitte et Emmanuel Macron. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à les suivre, à l'été 2016, j'étais la seule. En fait, il n'y avait personne d'autre qui les suivait, tout simplement parce que vous vous souvenez, à l'époque, on disait « Ah Macron, c'est une bulle de savon, dans 2 mois, il est mort ». Puis moi, je le suivais comme ça sur le terrain, je le trouvais hyper marrant. Je suivais en même temps Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui, eux, me parlaient de leur programme. C'était assez rébarbatif de les suivre. Mais Emmanuel Macron, il me récitait des poésies, comparait les Français à Madame Bovary. Je me disais, le mec est dingue, en fait. Donc, c'est vrai. Par plaisir, j'ai continué à le suivre. Et puis après, on s'est rapprochés. On est devenus, enfin, moi, en tout cas, je considère Brigitte Macron comme une amie. Vous l'avez tutoyé facilement, Emmanuel Macron ? Tout de suite. Mais il a le tutoiement extrêmement facile. Il m'a tutoyé tout de suite et inversement. Et donc, voilà, on est devenus amis, surtout avec Brigitte, parce que lui, après, il a été appelé à la fonction présidentielle, donc je le voyais moins. Et puis voilà, puis au bout de 4 ans, j'ai décidé de faire ce livre. Ça a été un choc pour eux. Je leur ai dit, mais attendez, moi, je vais absolument pas utiliser l'intimité qu'on a pu développer ensemble, surtout avec elle, parce que lui, j'en avais pas beaucoup, mais elle, je la voyais régulièrement. Et je ne voulais pas utiliser ce que je savais d'eux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les suivre aussi au jour le jour. Et ils voulaient pas. En fait, ils voulaient pas parce qu'ils trouvaient que c'était impudique, ils trouvaient que, en plus, j'avais une relation particulière avec eux. Ils voulaient pas. Et puis moi, j'ai quand même insisté. Au bout d'un moment, ils ont craqué et ils ont fini par me dire oui pour me laisser les suivre en déplacement et dans le cadre de l'Élysée. Mais je pense que c'était pas évident. C'était un exercice équivoque qui demandait beaucoup de confiance réciproque. Parce qu'ils savaient qu'ils savaient très bien que j'allais pas les trahir, enfin que j'allais pas dire des choses sur la famille ou quoi qui ne devaient pas être écrites, parce que ça n'apporterait rien au lecteur. Il y a des choses que vous n'avez pas écrites alors. Oui, tout ce qui est très intime. Enfin, moi, ce que je voulais, c'est que mon lecteur
lecteurs s'amusent et qu'ils les découvrent. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai pas besoin de faire parler mes enfants pour que mes amis comprennent qui je suis. Ben là, c'est pareil. Je suis pas allée faire parler les filles de Brigitte ou le fils de Brigitte. Il y a le cadre de l'intimité, évidemment, comme chacun a droit à cette intimité. Bah oui, ses secrets, à garder ses secrets. Bah oui, c'est la fameuse phrase du canard enchaîné. On s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Donc, moi, je me suis arrêtée à la porte de la chambre à coucher. Donc il y a plusieurs éléments que j'ai pas inscrits parce que je considère que ça fait partie de mon amitié avec eux. Et d'ailleurs, je continue à les voir et on est absolument, on se réjouit de se voir, y compris depuis la sortie de ce livre. Donc, si vous voulez, les gens, l'entourage d'Emmanuel et Brigitte Macron dit ah bah oui, mais ce livre, mais quand même, il ressort comme fragile et elle, quand même, ta relation avec elle, c'est tellement bizarre. Et puis les gens qui détestent Macron me disent ah bah non, mais c'est trop sympathique. Donc au fond, personne ne pense la même chose sur ce livre, mais c'est pas très grave. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai gardé une amitié très forte avec eux. J'ai eu la chance exceptionnelle d'être effectivement complètement à l'intérieur de ce bain de l'exercice du pouvoir qui rend dingue tout le monde. Eux, ça les a pas rendus dingues parce qu'ils ont un amour osmotique et fusionnel. Et voilà, je me suis beaucoup amusée et j'espère que le lecteur s'amusera. Oui, voilà. Oui, mais on les a dit, évidemment, très affectés pendant la crise des Gilets jaunes. On l'a vu, Emmanuel Macron extrêmement amaigri, même parfois cerné, fatigué. Et elle, inquiète, y compris pour lui, pour ce éventuel risque qu'il pouvait prendre à titre personnel. Il y avait des attaques abdominales très fortes. Enfin, en plus, moi, c'était des moments où j'avais Brigitte Macron au téléphone très souvent et on se voyait. Et je voyais bien qu'elle avait la voix cassée à chaque fois qu'on se parlait. C'était très dur, en fait, parce que je pense que tout le monde savait que la France était en fracture sociale telle que les Gilets jaunes, qui pourraient s'appeler autrement, allaient débarquer. Moi, je me souviens quand j'avais suivi Alain Juppé 2 ans, 3 ans, 4 ans avant, Alain Juppé m'avait déjà dit à l'époque, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose en France. Il va y avoir une révolution. La fracture est trop grande. Les gens vont débouler dans la rue. Donc, Alain Juppé, après, j'en ai reparlé avec lui. Il m'a dit, mais ça aurait pu être... c'est arrivé à Emmanuel Macron, mais ça aurait pu m'arriver à moi. Ça aurait pu arriver à Jacques Chirac. Ça aurait pu arriver à François Mitterrand. On ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Donc, effectivement, le fait d'avoir les Gilets jaunes et ensuite la Covid, c'est... À un moment, la maman d'Emmanuel Macron, elle dit qu'elle se fait du souci parce qu'elle voit les têtes de son fils découpées comme ça pour faire croire qu'on va le décapiter. En fait, c'est hyper violent, on ne se rend pas compte. Mais pour les proches, c'est hyper violent, en fait. Oui, mais il aime l'action publique. Il aime le pouvoir, Emmanuel Macron. Au point non, je pense qu'il aime le pouvoir. De se représenter. Non, je pense qu'il a... Alors, moi, j'ai suivi plusieurs hommes politiques, comme vous le savez, et plusieurs présidents de la République. Non, je pense qu'il a aucun plaisir à être dans le pouvoir. J'ai bien vu, quand j'ai suivi, que ce soit en déplacement ou à l'intérieur de l'Élysée, ils ne sont pas du tout sensibles aux ordres de la République. Enfin, pas du tout. Mais il a un truc très particulier, Emmanuel Macron, c'est le rapport au sacré. Vous savez, pendant la campagne, on disait souvent « Ah, il est mystique, il perd sa voix comme ça, puis il fait des envolées lyriques ». Et je pense que c'est le seul de sa fratrie à être baptisé. Il a un rapport au sacré que j'ai retrouvé, moi, en relisant des livres de Mircea Eliade, qui a écrit sur le profane et le sacré. Mircea Eliade, il dit il y a 2 sortes de gens. Ceux qui considèrent qu'un acte est un acte et ceux qui disent que derrière un acte, il y a autre chose. Il y a une grâce, il y a un sens, etc. Je pense qu'Emmanuel Macron fait partie de la 2e catégorie, c'est-à-dire qu'il est dans le sacré, il n'est pas dans le profane. Et ça explique son rapport à l'exercice du pouvoir. Les gens lui reprochent le Louvre, les gens lui reprochent le Panthéon et tout. Mais c'est parce qu'il cherche toujours un sens sacré. Donc il est attaché au sacré, je ne pense pas du tout qu'il soit attaché au pouvoir. Oui, oui. Voilà. Et s'il écoute cette émission, ou si elle écoute cette émission, qu'est-ce qu'elle va penser de tout ce que vous venez de dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire après coup? J'essaie de ne pas y penser. Vous qui la connaissez bien. Je vais vous dire, quand je vais faire un média, j'essaie de ne pas y penser. Mais elle en fait, écoute ce qu'on peut-être dit. par accident, elle ou il tombe dessus, parce que j'ai toujours l'impression que je dis plein de bêtises. Ouais. Et surtout, j'ai l'impression que... Bon, ça, je ne vous répondrai pas, mais voilà. Il faut lui poser la question. Non, mais ça l'intéresse, ce qu'on dit d'elle. Mais de toute façon, vous savez, ils sont des gens de leurs mots. Hein. Ils s'intéressent à tout, que ça soit du point de vue culturel, que ça soit du point de vue humain. Ce sont des gens qui écoutent l'époque, qui écoutent les autres. Donc, évidemment, qui regardent la télévision, qui lisent la presse, qui lisent la littérature. Ils s'intéressent à tout, ils entendent tout. Voilà. C'est normal. Merci à vous. Merci. On les salue s'ils nous écoutent. Hein. Oui. Et si Brigitte nous écoute. J'ai l'impression de dire j'embrasse mes amis, mes parents, mes frères et sœurs. Non, mais... Ça s'appelle Tant qu'on est tous les deux. C'est un carton en librairie. C'est absolument formidable. On n'avait jamais vu, on n'avait jamais lu autant de choses comme ça et si bien renseignées. C'est chez Flammarion. Merci Gaëlle d'avoir été avec nous. Merci à vous.